Radio Flamme. On va discuter le bout de gras pendant un certain temps. Oui. Alors, je vais rappeler le premier feuilleton quand même. On avait parlé de l'adipocyte, qui est donc la cellule de gras dans notre corps, la cellule graisseuse, qui s'appelle l'adipocyte. On avait parlé de l'hypogénèse, qui est donc la lipogénèse. Tu te rappelles un petit peu Alors c'était le processus d'assimilation de la nourriture. Fabrication du gras. Fabrication du gras. Oui, à partir de ce que l'on mange. Et puis la lipolyse. Alors la lipolyse, c'était la façon dont le gras est utilisé par l'organisme, c'est ça, non? C'était comment était brûlé, que le gras aussi, le gras était fait aussi pour être brûlé, pour être transformé en calories. Pour être transformé en calories. Donc et on avait vu aussi dans la lipogénèse que les cellules pouvaient choisir soit le gras, soit le sucre. Hein, on avait un moteur hybride. Donc c'est intéressant parce que ça nous a renvoyé sur l'insuline. Donc c'est intéressant de ne pas avoir une insuline qui soit trop sollicitée, pour pas trop solliciter la lipogénèse. C'est-à-dire que l'insuline, on le rappelle, c'est cette hormone qui est sécrétée lorsqu'il y a trop de sucre dans le sang. Enfin, dès qu'il y a du sucre, parce que tu sais bien que dans le sang, faut pas que ça dépasse trop pour garder l'équilibre, etc. Oui, c'est celle qui régule le sucre. Et qui crée tant de problèmes quand... Oui, voilà. Alors... Donc on va revenir sur le surpoids là, donc puisqu'on parle du gras, on parle aussi de surpoids, quoique tout le monde a du gras, hein, mais bon. C'est obligé. Donc on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on prend du surpoids? Enfin, comment ça se passe de prendre du surpoids? Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est insidieux la prise de poids. On se rend pas compte tout de suite. C'est-à-dire que, d'après mon cas personnel, c'est sournois et c'est de l'ordre de 5 kilos par an. T'es pas loin de la réalité. Pour toi, peut-être 5 kilos par an. Je sais pas. Ça peut être 1 ou 2, mais même 1 ou 2 sur quelques années, sur 10 ans. Ça déjà en surpoids. Ça fait 20 kilos. Et effectivement, alors le surpoids déjà survient quand il y a un excédent de calories qui ne sont pas brûlées par les cellules. On est d'accord. Et donc qui sont stockées dans le tissu adipeux. C'est ça. Hein, voilà. Donc c'est donc un déséquilibre entre la lipogénèse et la lipolyse. Bon. Mais on s'en rend pas compte parce que au fil des années, selon ce qu'on vit dans la journée, dans son travail, dans son couple, etc., on va des fois, il suffit d'épouser une dame qui cuisine bien, ou alors on fait un peu de moins sport parce qu'on a passé la trentaine, etc. Et on va prendre 1 kilo. Combinaison aussi des deux, hein, c'est-à-dire qu'on fait moins de sport et on a une femme qui cuisine bien. Ou un homme. Voilà, pour une femme. Donc on va prendre 1 kilo, 2 kilos, pourquoi pas. On va se dire je vais faire attention par la suite. Bon, pour le moment c'est pas grave, 1 ou 2 kilos. Puis l'année d'après c'est pareil. Et on va petit à petit. Souvent c'est comme ça. Hein, on prend du poids sans s'en rendre vraiment compte. Ça vient pas d'un coup. Et là où la vie c'est magique, c'est que tu t'aperçois très peu des changements physiques dans des courtes périodes de temps. C'est-à-dire que c'est très insidieux. C'est insidieux. De même que la perte des cheveux, les rides, etc. Tu les vois pas venir. Ça vient tout doucement et paf, tu t'aperçois quand c'est fait. Et oui, et c'est d'autant dommage que quand on prend quelques kilos, on les perdra d'autant plus vite qu'on va réparer la chose rapidement. Tu vois. Voilà. Plus on va attendre, plus c'est un peu plus compliqué. Mais bon, sur quelques années, beaucoup de gens prennent des plus poids. Après, tant que ça reste raisonnable, c'est pas très grave, mais des fois on voit bien qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui sont de plus en plus parce qu'on est bien d'accord, ce n'est pas inéluctable, c'est lié à notre mode de vie en fait. Oui, bien sûr. Voilà, parce que normalement, si on fait ce qu'il faut... Oui, pourquoi est-ce qu'il faudra quand on a 20 ans, si on est en équilibre avec le gras, pourquoi est-ce qu'à 50 ans, on sera en déséquilibre? On croit que c'est parce qu'on vieillit, mais non. C'est pas. Je pense que quand on vieillit bien, justement, on garde cet équilibre toute sa vie, sur beaucoup de choses d'ailleurs. Donc c'est vraiment une idée reçue, ça. Bien sûr, mais c'est parce que oui, bien sûr que c'est une idée reçue, c'est son mode de vie, tu vois. On est un peu plus sédentaire peut-être après la cinquantaine, on boit un petit pastis tous les jours ou un petit peu de calva, je sais pas. On va manger un petit gâteau c'est vrai tous les soirs l'apéro. Enfin, c'est tout ça. L'apéro, c'est vrai que l'apéro, c'est franchement mortel, quoi. Au niveau du poids. C'est surtout qu'on va manger beaucoup de sucre.
Ouais, parce qu'on va manger. Parce que l'alcool c'est du sucre et ensuite les petits gâteaux qu'on mange avec, même salés, c'est du sucre. Les petits gâteaux là qui sont très bons au goût, hein, mais. Ah bah oui, c'est pas le problème. Après, je dis pas qu'il faut tout arrêter, hein, c'est pas ça. Mais j'explique que quand on fait ça tous les jours, on mange en plus quand on est dans un bureau peut-être des plats, tu vois, sur le qui-vive. Voilà, on n'a plus le temps d'aller marcher, donc on marche de moins en moins, etc. C'est tout ça. On est plus assis devant son ordinateur. C'est tous ces facteurs accumulés qui font qu'on va prendre petit à petit du poids. Et on va pas s'en rendre compte tout de suite, puisque comme on disait tout à l'heure, ça vient petit à petit. Et en plus, dans ce que tu dis, il y a aussi la perte du goût de l'effort. C'est-à-dire que moins on en fait et plus c'est dur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Par contre, tu disais, est-ce que c'est inéluctable la prise de poids? Bon, c'est vrai qu'il y a la ménopause, qui pourrait être les femmes un passage où on prend du poids, parce qu'il y a des équilibres hormonaux, mais ce n'est pas, je pense que c'est quelque chose qu'on peut gérer. C'est quelque chose qu'on peut obligé de se laisser aller. Il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes quand elles sont en ménopause, pour elles c'est une catastrophe, c'est comme si elles n'étaient plus une femme. Enfin, il y a tout un des facteurs psychologiques aussi qui jouent beaucoup. Enfin, etc. Mais ça, on en reparlera par la suite. C'est vrai que c'est plus facile à gérer pour les hommes cette andropause que pour les femmes la ménopause, quoi. Après l'andropause, quand est-ce que ça arrive exactement? Pour les hommes, c'est compliqué. On sait pas. Nous, on le sait à peu près, mais pour les hommes, je n'ai jamais su comment on pouvait savoir, vraiment. Si toi tu sais, t'es un homme. Alors là, honnêtement, je ne sais pas du tout. Enfin, moi, je n'ai pas ce truc-là, donc non. Ouais. Je crois que c'était un chef d'État russe, ça, andropause. Voilà, donc, et à un moment donné, on prend du poids, et c'est vrai que la plupart des gens vont se stabiliser quand même, malgré tout. Tu vois, ils vont avoir 10 kilos de trop, mais ils vont rester à peu près à ce poids-là. En général, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, quand tu arrives à un certain poids, oui, c'est vrai que tu ne changes pas, quoi. Tu ne changes plus, mais tu n'arrives plus à maigrir et tu grossis pas forcément plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bilan énergétique qui s'est stabilisé. Comment? Parce que plus on est gras, plus on dépense des calories, parce que plus notre corps est lourd, d'accord? Donc plus on force sur nos muscles. En fait, on se muscle et pour pouvoir justement déplacer son corps. C'est ton deuxième poids de forme, quoi, on va dire. Après, ça dépend. Si tu fais 100 kilos, c'est pas un poids de forme. Hein. Moi, je parle du surpoids quand même là. Hein. C'est un surpoids de pas en forme. J'explique pourquoi, quand on a un surpoids de 10, 20 kilos, ou pas 30, pourquoi pas, on va à un moment donné rester toujours à ce poids-là, même si on essaye de moins manger, etc. Ah oui. Pourquoi on va... Bon, tu vois, parce que les gens, c'est très rare quand même quand on passe dans les 100 et les 150 kilos. Hein, tu vois. En général, il y a une stabilisation. Parce que, comme je voulais te le dire, il y a un bilan énergétique qui va se stabiliser dans la mesure où plus on grossit, plus on dépense des calories. Ah oui, pour faire tourner la machine. Pour faire tourner la machine. L'usine à gaz. Donc on a plus de muscles et à un moment donné, il y a un équilibre qui va se refaire. C'est vrai que sans jeu de mots, le corps est une usine à gaz. Il y a un moment donné, il y a un équilibre qui va se faire. Par exemple, si tu fais 30 kilos de trop, tu seras bien musclé pour pouvoir continuer à avancer, à bouger. Et à un moment donné, tu vas rééquilibrer, enfin c'est bête, hein, la lipogénèse avec la lipolyse. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas rester gros. Oui. Alors, c'est à ce moment-là, quand on fait 10, 20, 30 kilos de plus, qu'on a envie de maigrir. Ah tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les personnes vont se mettre à faire des régimes. Les fameux régimes qui ne marchent pas. Il y a 80% d'échecs sur les régimes. 80% d'échecs. Je vais expliquer un peu pourquoi, je vais essayer d'être clair, mais... En fait, quand on fait des régimes, on va se mettre en hypocalorie. Enfin, je veux dire, on va prendre des régimes, on va descendre les calories. Donc on rappelle, pour un homme, c'est 3000 calories par jour. Non, 2500. 2500. Et les femmes, 2000, 2200. Et quand on est sportif, on peut rajouter 300, 500. Oui, pour les sportifs, c'est énorme. Mais c'est une moyenne. Parce que quand tu bouges pas, 1800 calories, ça suffit largement pour une femme. Hein. Alors donc... Bon, après, ça dépend de ce qu'on fait. Et puis ça dépend de l'âge. Parce qu'il faut savoir qu'à tout âge, on bouge pas de la même manière. Quand on est une jeune maman, on bouge plus que... Oui. Enfin, etc. Mais bon, c'est vraiment des moyennes, hein, là. Donc, un régime à 1000 kilocalories.
C'est-à-dire qu'on diminue de moitié et encore il y a pire comme régime. Là, chez les pirates, c'est l'admiration. Oui. Eh ben, on va donc se restreindre à 1000 calories. Qu'est-ce qui se passe? Le corps n'est pas content du tout. Parce que lui, alors là, il supporte pas. Il supporte pas parce qu'il est inquiet. Un corps, ça a besoin d'être rassuré. Il est inquiet parce que déjà, on avait vu que le gras, ça servait de réserve aussi. Et il se dit tout de suite, il se dit, waouh, au niveau des réserves, oh là là, faire gaffe. Donc, il va chercher les calories, non pas seulement dans le gras, mais aussi dans les muscles. Et oui, comme ça, il est sûr de pouvoir garder encore un peu de réserve. Et en plus, il va se mettre en mode économie. C'est-à-dire que les dépenses énergétiques vont baisser. Il va baisser notre métabolisme pour justement qu'on ne dépense pas trop. Qu'on puisse survivre. Oui, voilà, tout à parce fait. que lui, il le vit comme une famine. Alors, c'est bien, on est en cas de famine, bon, c'est pas un problème. Mais là, les régimes, on n'est pas en cas de famine, mais on se met comme dans un cas de famine. Il se jette dans le supermarché à l'intérieur pour tout rafler, quoi, d'accord. Donc, de toute façon, il faut jamais brusquer son corps. Il faut jamais le laisser avoir trop faim. Ça sert à rien, ça ne fait que le priver et ça ne fait que l'encourager à faire encore plus de réserves. Alors qu'est-ce que tu fais du proverbe chinois qui dit que normalement il faut toujours terminer son repas en ayant encore faim? Oui, non, il dit pas ça. En n'ayant plus la sensation de vraiment de faim, enfin en restant légèrement, mais ça, là, c'est pas avoir faim, ça. Jamais faim. Les Chinois, ils font ça. Moi, j'ai eu des faims, mais c'est épouvantable d'avoir faim. Quand on ne mange pas. Oui. Non, quand tu manges léger, c'est pas la même chose. Normalement, tu as l'hormone de satiété qui doit se mettre en place, qui vient au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Non, mais Dès que tu mets une bouchée dans la bouche. Je sais que c'est une philosophie dans les pays asiatiques, ils font ça. Ils disent pas, il faut pas arrêter le repas en ayant faim. Ils disent qu'il faut arrêter le repas dès qu'on sent que il faut rester légèrement encore, peut-être avoir envie de manger, mais il faut pas rester dans la faim quand même. Voilà, je parle vraiment de la faim, moi. Il faut avoir l'envie de manger, quoi. Voilà. Parce qu'après, sinon c'est pas bon. Notre corps, lui, quand on a faim, c'est un appel qui fait naturel. C'est qu'il a besoin de carburant. Donc c'est vrai que c'est pas facile de distinguer la fin de la gourmandise, on va dire. C'est vrai que c'est là. Ah oui, mais ça on en avait déjà parlé, entre ça calme émotionnel, la gourmandise. Donc il faut. Mais normalement, la vraie faim, c'est très agréable d'avoir faim parce qu'on mange avec appétit et on digère bien en général parce que. Et voilà, donc ça fait partie, c'est naturel d'avoir faim. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une société, on sait plus ce que c'est que la faim puisqu'on mange tout le temps. Oui, c'est ça. Mais quand on a des espaces où on mange pas, on a faim après. Ça revient et après on apprécie notre repas. Mais il faut savoir que pour se sentir la satiété, il faut un certain temps. Donc il ne faut pas manger trop vite, il faut prendre son temps. Et après, naturellement, on arrête de manger sans s'être trop rempli la panse. C'est les fameuses pauses pendant le repas. Normalement, on doit faire des pauses pendant le repas pour justement que l'organisme on mangeait lentement. Oui, c'est ça, c'est se mettre l'idéal, ça serait vraiment se mettre en conscience qu'on est en train de manger, etc. Mais bon, on n'est pas aujourd'hui dans des sociétés parce que les Asiatiques, c'est ce qu'ils font. Tu vois, tu dis il y a des proverbes mais qui sont liés aussi aux coutumes sociétales. Les Japonais, par exemple, ils mangent lentement, ils vont manger dans le silence, etc. Enfin, tu vois, il y a tout un protocole qu'on n'a pas, nous. Et ça veut dire qu'on prépare le corps à manger, tout se met en place, les enzymes, etc. Et nous, on est quand même les seuls pays européens où on fait une prière avant la bouffe, quoi, pour être sûr que ça va être bon, puisqu'on fait le bénédicité. Ah bon, c'est ce que tu fais, toi? Non, moi je le fais, ça fait longtemps que je le fais plus. Maintenant, qui le fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va manger, on va même pas des fois, on va même pas cuisiner, on va manger des choses tout près, donc on n'a même pas préparé notre corps à manger. Et souvent, c'est devant des écrans, etc. Bon, bref. Donc, on va revenir à nos moutons. Sur l'exemple des 1000 kilocalories par jour, on va perdre en un mois entre 5 et 6 kilos. D'accord, ce qui n'est pas mal. Ça, c'est une moyenne, c'est toujours pareil, mais c'est pas mal, mais on va perdre 2 à 3 kilos de muscle. Et 2 à 3 kilos de graisse. Donc ça veut dire que dès qu'on perd du poids, on ne peut pas perdre que du gras. On perd toujours du muscle. Ça, faut le savoir. Ça n'existe pas, les pertes de gras pures.
Et alors je vais dire une bêtise, mais si tu fais du sport, tu te muscles. Oui. Donc tu rattrapes cette perte de muscle. Bien sûr, bien sûr. Mais là aujourd'hui j'explique. C'est par la suite. Il y a tellement d'émissions que j'en gardais pas. Donc je récapitule. Le corps perd du muscle, donc moins d'efforts, enfin moins de mouvements, etc. Donc moins de dépenses caloriques. C'est un cercle en fait. Oui, c'est le style, c'est le yo-yo en fait. Parce qu'après mode économie, donc le métabolisme baisse. Donc et après quand on même fait un régime, on finit même par ne plus perdre de poids. Hein? Donc puis on peut pas garder un régime comme ça très longtemps, c'est trop difficile. Donc on va remanger comme avant. Et qu'est-ce qui se passe? On reprend du poids. C'est ça. Forcément, d'autant plus, c'est même pire, parce qu'on reprend du poids avec un métabolisme qui s'est ralenti et avec moins de muscles. On n'a rien fait pour. Donc c'est comme les emprunts Sofinco, tu vas reprendre le poids plus les 22% d'intérêt. Voilà, c'est le yo-yo. C'est pour ça que les régimes, ça fait grossir, on remaigrit, on regrossit encore plus, on maigrit, on regrossit. Et donc, en fait, au bout de 10 ans de régime, on se retrouve plus gros qu'il y a 10 ans avant. Bon. Mais bon, il y a des régimes plus intelligents, mais ça j'en parlerai aussi. Mais moi je parle des régimes classiques. Il faut surtout pas, faut se restreindre en calories. Et ça, les calories, je trouve que c'est triste de se baser que sur les calories, parce que ça n'a jamais rien prouvé que ça suffisait pour. Parce que il faut savoir que le corps a besoin de certaines choses pour bien fonctionner, nos cellules. Et il faut pas compter les calories, parce que quand on mange du bon gras, si on compte les calories, on va tout de suite se dire, mon Dieu, je vais grossir. Et puis ça devient une dictature du quotidien, tu ne penses qu'à ça, quoi. Ben oui, et puis ça stresse le corps, et ça peut déglinguer le système hormonal, etc. Il y a des femmes, même quand elles font des régimes trop stricts, elles ont plus de règles, etc. Tu vois, parce que le gras a un rôle là-dessus aussi, ça je vais le dire tout à l'heure. Donc, si on veut maigrir intelligemment, c'est sans affaiblir sa musculature et sans danger sans se mettre en danger avec une baisse de métabolisme. Hein, d'accord? Mais ça, tu vas nous le dire après. Voilà. Ensuite, donc, je vais revenir au gras. Il y a deux sortes de gras. Le tissu adipeux blanc, qui est le plus répandu dans le corps, et le tissu adipeux brun, la graisse brune. Donc j'en avais déjà parlé, tu sais, qui est plus présente chez les enfants et après qui est plus rare chez les adultes. Ah d'accord. Sauf ceux qui bougent beaucoup, parce que j'expliquerai par la suite sur la prochaine émission ce que c'est que la graisse brune par rapport à la graisse blanche. Et la graisse Jones. Ah non, c'est une chanteuse, merde. Quand on dit blanche, elle est légèrement jaunâtre. Enfin, je sais pas quand on. Donc c'est Grace Jones, oui, c'est ça. Oui. Grace Jones. Quand on coupe un morceau de viande très gras, on voit la graisse. Ah oui, oui. Mais nous, c'est pareil chez nous. Hein. C'est pareil chez nous, oui. Donc, la graisse blanche, alors, elle est donc composée d'adipocytes. Et qu'est-ce qu'il y a dans un adipocyte? Ça, c'est important de le savoir. De grande taille. Bon, elles sont assez grosses. On avait dit qu'elles prenaient jusqu'à 15 fois leur poids, hein, malheureusement, ces cellules-là. Oui. Pour les réserves. Donc, on veut un peu de réserve, mais pas trop. Il y a donc des macrophages. Des macrophages, d'accord. Donc c'est des globules blancs, tu sais, qui mangent les intrus ou les. Ouais, c'est la police. Ça fait partie du système immunitaire. Des macrophages, des fibres, des vaisseaux sanguins pour nourrir les adipocytes, parce que elles sont nourries par le sang comme toutes les autres cellules. Donc, et puis aussi des nerfs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre graisse communique avec la plupart dans tout le corps, le cerveau et tous les organes du corps. Donc la graisse est intelligente. La graisse est intelligente. Elle réfléchit. C'est le corps qui est intelligent. En fait, pour moi l'intelligence, c'est l'ensemble des mécanismes de. Mais oui, bien sûr qu'elle est intelligente. Les cellules sont intelligentes. Donc une cellule graisseuse est pas plus con qu'une cellule. Voilà. musculaire. Donc arrêtez de maudire vos cellules graisseuses. Voilà, elles comprennent, elles sont sensibles, elles pleurent même. Oui, elle sert de messager, aussi à d'autres organes. Par exemple, elle va intervenir dans la sensation de satiété. Oui. Voilà. Oui. Entre autres. Et elle a un rôle important de transformation des glucides et des lipides que l'on mange. Hein?
Donc, mais ça c'est important, quoi. Je veux dire, donc, elle contribue à la fertilité aussi, puisqu'elle fabrique des oestrogènes. Oui, j'en avais entendu parler de ça. Oui. Voilà. Elle stocke la graisse, les polluants. Alors ça c'est très important, parce que c'est grâce peut-être à elle qu'on ne meurt pas empoisonné avec les pesticides, les produits chimiques, les perturbateurs endocriniens. Donc en fin de compte, tu es en train de Elle nous protège. Tu es en train de me dire que si le corps n'a pas du tout de graisse, il est en danger. Mais ça n'existe pas, on meurt, on peut pas exister sans gras. Le gras est indispensable, même les gens minces ont du gras. Le gras fait partie c'est indispensable comme le sang, la lymphe, etc. Tu vois, il nous protège aussi, le gras. Ben oui, en fait, dans un corps, il n'y a rien de gratuit, tout à sa place. Oui, non, mais tout à fait. Et tout ça, c'est comme un orchestre. Oui, et le gras, c'est un des musiciens. Donc ben voilà, tu peux pas te passer de lui, quoi. Indispensable pour une bonne santé. C'est pour ça qu'on a remis le gras un petit peu aujourd'hui en valeur, alors que pendant des dizaines d'années avant, on l'a banni, mais on s'est aperçu que c'était pas bon du tout. On l'a banni quand, à peu près dans les années 50 ou... Ça, je sais pas exactement. Non, parce que c'est vrai que depuis la dictature de la minceur, c'est donc effectivement associé au gras. Cette dictature, alors qu'en fait, ça veut rien dire. On peut être mince en mangeant du gras, hein. Mais bon, après j'y reviendrai. Hein. Oui, tu es en train de tester d'ailleurs, toi. Ben oui, non, enfin pas forcément. Mais en fait, si tu manges pas assez de gras, de toute façon, ton corps va pas être content. Tu vas encore le stresser. Ça ne l'empêchera pas des réserves avec le sucre. Puisqu'on a vu il pouvait faire du gras à partir du sucre. Oui, j'ai bien compris. Hein. Donc, on a enlevé le gras, mais on a mis le sucre à la place. Ce qui est encore pire. Ben oui, parce que je pense que du bon gras, c'est plus naturel, tu vois, que du sucre. Mais bon, on y reviendra aussi. Donc, si on mange pas gras, mais qu'on mange du sucre, ça sert à rien. Donc, autant manger un peu de gras et puis un peu de sucre, plutôt que trop de sucre ou trop de gras. Notez chez vous, notez. En plus, il y a des périodes dans la vie où il est plus présent que d'autres, quoi. Par exemple, à la puberté. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Les enfants, quand ils passent la puberté, il y a des transformations et quelquefois, c'est là que souvent les jeunes peuvent prendre du poids. Tu vois ? Donc il y a aussi la ménopause, on en a parlé. Il y a aussi la grossesse. Oui, où là c'est j'imagine très très important. La grossesse, l'allaitement, la pilule aussi. Tu vois, il est fragile aussi disons que le gras réagit aussi par rapport aux épreuves aussi qu'on peut lui apporter. C'est vrai qu'il y a une dimension aussi psychologique du gras aussi. Oui, alors il y a les émotions. Il y a certains médicaments, certaines maladies, comme l'hypothyroïdie par exemple, ou la dépression. Il y a aussi la paresse, la sédentarité, tout simplement. Et les excès alimentaires. C'est une maladie terrible, ça. On voit bien que ça peut bouger tout le temps, selon on est plus fragile à prendre du gras peut-être à certains moments et moins d'autres, etc. C'est vrai que c'est contrariant. Quand tu montes sur une balance alors que tu fais des efforts et que tu vois que tu ne maigris pas, ça déprime. Oui, mais ça s'explique. Parce que, tu vois, ça veut dire que tu es dans un équilibre, même en surpoids. Tu brûles pas assez de calories. C'est ça, tu brûles pas assez de calories. Pour maigrir. Alors, tu as la technique du flamant rose aussi. Il y en a qui mettent qu'une jambe sur la balance. Mais ça ne marche pas. Ouais. Après, être toujours sur la balance, je pense que ça provoque aussi un stress, parce que une fois par semaine, ça serait largement suffisant pour les gens qui ont des poids corrects. C'est ce que je fais. Une fois tous les mois, enfin, parce que c'est quand même intéressant de surveiller puisque comme on disait tout à l'heure, on s'en rend pas toujours compte de temps en temps au niveau du poids. Mais, de toute façon, ceci dit, faut pas en faire une obsession. C'est le dernier truc à se barrer, le poids. Donc pourquoi le surveiller aussi, hein, puisque c'est le seul truc qui va pas partir. Pourquoi le surveiller? Mais c'est vrai que se peser une fois par semaine, c'est bien. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, une fois par semaine, je monte et je suis content quand ça a baissé. Là, en l'occurrence, là, j'ai perdu 600 grammes depuis la semaine dernière, donc je suis super content. D'accord, super content. Et puis la semaine d'après, tu sors. En fait, l'idéal, ça serait vraiment une perte de poids très douce, à long terme. Là, on est sûr de ne pas abîmer son corps, de ne pas l'affamer, donc de ne pas le stresser et que ça soit stable. Alors, je sais que tu n'aimes pas les chiffres, mais qu'est-ce que c'est pour toi une perte de poids douce?
C'est justement... 3-4 kilos par mois, pour moi, c'est trop. Hein. C'est beaucoup. Ah oui, mais pour beaucoup de gens, ils sont impatients de maigrir, mais... Ouais, quelqu'un qui va perdre 6 kilos en un mois, c'est beaucoup trop, quoi. Pour moi, oui. Oui. Ouais, et ouais. pas moi qui le dis, mais je le pense sincèrement. Je pense que plus on va doucement, mieux c'est. Il faut prendre son temps pour maigrir. Comme ça, on ne reprendra pas après, parce qu'on va rééquilibrer tous les systèmes qui ont été perturbés quand même, puisqu'on a vu quand même que le gras avait aussi un rôle avec le système immunitaire et puis le système hormonal notamment. Donc tout ça, il faut que ça se rééquilibre. Mais j'y reviendrai. Mmh. Parce que comment ça serait pour maigrir intelligemment, ouais, et que le corps retrouve un équilibre comme quand on est jeune. Normalement, quand on est jeune, quoi qu'il y a des jeunes de plus en plus gros, tout le temps, quoi. Mais... Non, mais de toute façon, ça c'est tout ce qu'on mange, et puis le coca, les machins, tout ce qui est les colas sucrés. On en avait parlé d'ailleurs. Je crois qu'il y a combien de grammes de sucre dans un... 20 grammes, je crois, dans une bouteille de coca. Ouais, quelque chose comme ça, non, c'est pas ça. Ça correspond à 20 morceaux de sucre. Ouais, c'est ça, 20 morceaux de sucre. Donc bon, après, quand on est jeune, c'est normal qu'on mange pas, qu'on ait envie de manger des... Mais c'est vrai qu'il y a plein de facteurs. C'est pas qu'un facteur, hein, le surpoids. Il y a vraiment aussi le stress, le manque de sommeil, passer trop de repas. Donc c'est vrai que manger, et la période à laquelle on est là en Covid, c'est vrai que là au niveau stress on est servi, quoi. Donc là les gens, c'est vrai qu'ils reprennent beaucoup de poids là. Il paraît qu'ils ont pris en moyenne 2 kilos par mois. Enfin, ils ont pris 2 kilos au dernier confinement. Je sais pas, je vais pas vérifier. Bon, 2 kilos c'est pas grave. Ouf, bon, ça c'est récupérable. Mais si on nous confine tous les 2 mois, ça va faire beaucoup à la fin de l'année. Comme dirait Ramus, c'est 2 kilos d'amour qu'ils ont pris. Oh. Alors, pour finir, je vais quand même, parce que la prochaine fois, je continuerai. Mais pour finir, je voulais quand même vous dire l'importance de manger des bons gras, parce qu'on transmet en fait aux enfants ce que l'on mange. Oui, mais tu veux dire sous quelle forme? Aussi. Génétique ou... Alors, entre 88 et 94, ils ont fait une grande étude aux USA, aux États-Unis, parce qu'ils se sont aperçus que il y avait des cas d'obésité multipliés par 2 chez les bébés de 6 mois à 11 mois. Voilà, ça avait augmenté. Ils se sont aperçus que ça venait du lait maternel et des laits infantiles, qui étaient trop chargés en oméga 6. Ah d'accord. Voilà, parce que le problème dans nos alimentations aujourd'hui, ou il y a quelque temps, on a délaissé un petit peu les bons gras et on a plus pris des gras oméga 6 comme l'huile de tournesol ou tout ce qui est dérivé, les gras trans, les gras-ci, les gras-ça. Et c'est vrai que en mangeant, ils se sont aperçus que ça avait participé à l'obésité. Les gratte-ciel. Dès les nourrissons, quoi. D'accord. En Chine, pour faire un parallèle, les laits sont naturellement plus riches en oméga 3, maternel ou infantile, c'est en poudre. Pourquoi? Parce que en Chine, les gens mangent beaucoup de poissons. Oui. Et dans le poisson, c'est qu'il y a des oméga 3. Et c'est vrai que le poisson est lié justement au fait de ne pas grossir quand tu manges. Ils mangent gras, mais pas les mêmes gras. Donc, et il n'y a pas de problème d'obésité, comme aux États-Unis. Bon, en France, on sera entre les deux, hein. Parce qu'ils ont aussi rectifié le tir. Il y a quelques années, les laits infantiles ont été corrigés. Pardon, les laits infantiles. Les laits infantiles. Tu sais, c'est les laits en poudre. Oui. Ont été corrigés. Ils ont mis moins d'oméga 6 et plus d'oméga 3. Donc, parce qu'ils se sont aperçus que c'était susceptible de provoquer de l'obésité. Pour te dire qu'il ne faut pas grand-chose pour déséquilibrer. Parce que oméga 6, il n'est pas naturel. Si, c'est naturel, mais il y a un ratio à avoir entre les oméga 3 et les oméga 6. Et on est dans des sociétés civilisées, on mange trop d'oméga 6 apparemment. Donc c'est pour ça que moi je préconise toujours de se rabattre sur les oméga 3 comme dans tous les poissons gras. Sardines, maquereaux, tout le monde le sait maintenant. Hein. Petite boîte de sardines le soir. C'est pour ça que le régime méditerranéen est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs en Europe, parce qu'ils mangent plus d'oméga 3, entre autres, dans les graines, et puis dans l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin. Prouvé au niveau du cœur, puisqu'il y a beaucoup moins de crises cardiaques
dans le sud que dans le nord. Hein. Oui, ça, c'est... parce qu'ils prennent du bon gras. Alors le bon gras, ça protège. Ça protège les artères, ça protège le cœur. Contrairement à ce qu'on pense. Le gras, ça nous protège. C'est les gras transformés, les gras, un déséquilibre de ratio oméga 6, oméga 3 qui est mauvais. Par contre, manger les graisses animales, il y a des très bonnes graisses animales. Par exemple, j'ai habité moi dans le Périgord et les gens mangent beaucoup de graisse de canard et ça ne provoque pas de problème. Ah, c'est bon là. En plus, c'est bon la graisse de canard. Ouais, c'est très très bon. Il y a des très bons gras dans la viande aussi. Bah, moi, dans la viande, par exemple, c'est vrai que je mange une côte de porc, un truc comme ça. J'adore le gras de la côte de porc. Moi. Bah, bien sûr, quand c'est du bon gras. C'est bon. Mais par contre, faut faire attention à ce qu'on mange au niveau de la viande, que ça soit des animaux qui soient bien nourris et bien traités. Parce qu'on mange aussi le stress des animaux et on mange aussi tout ce qu'ils mangent eux-mêmes. Et souvent, c'est pas. Vous vous rappelez de l'Aile ou la cuisse où il y a Tricatel là qui faisait ces produits là. Tu te souviens pas? Avec Louis de Funès et Coluche, là, quand ils vont dans l'usine et qui coulent une espèce de pâte dans une espèce d'ossature de poulet. Ça fait peur. C'est vrai. Mais ils étaient pas loin de la vérité. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin. Oui, il faut accuser le coup pour. Parce que quand tu vois ces malheureux poulets là qui sont en batterie, là, moi ça me fait de la peine, franchement. Mais non, mais c'est sûr qu'il y a une maltraitance chez les poules, chez les porcs, chez les vaches, grave. Et en plus, c'est des animaux qui sont maltraités tout le temps, puisqu'elles sont fermées, on leur fait manger des choses qui sont pas bonnes forcément pour elles, donc forcément pas bon pour nous. En fait, pourquoi est-ce qu'il faut manger la viande? Parce qu'une vache, par exemple, qui a mangé de l'herbe, elle a mangé des oméga 3. Parce qu'il y en a aussi dans l'herbe, faut le savoir, enfin dans certains légumes. Et si elle a mangé des oméga 3, on va pouvoir manger à travers sa viande les oméga 3. Tu vois, c'est vachement important ce que mange un animal, parce que c'est nous qui allons après le reprendre. Donc une viande qui est pleine d'antibiotiques et où l'animal a mangé que des trucs qui lui conviennent pas, comment veux-tu que ça nous nourrisse convenablement? En plus, ce que tu viens de dire, c'est un bon argument pour faire manger de la viande à des végans, parce que si la vache mange de l'herbe et que tu manges la vache, donc tu manges de l'herbe, donc tu es un peu végan. Bah oui, pourquoi pas. C'est comme les poules. Les poules, c'est les poules bleu blanc cœur, les œufs bleu blanc cœur, c'est des poules qui vont manger des graines de lin, bah, tu récupères les bonnes choses qu'il y avait dans les graines de lin, notamment les oméga 3. Et petite parenthèse, justement, parce qu'à côté à Viveco, ils vendent des produits bleu blanc cœur. Voilà. Bravo. Et on les applaudit. Et bon, après, on est dans une région où on n'a pas trop à se plaindre parce qu'on peut trouver de la bonne viande, enfin, je veux dire, des petits producteurs. Bah, il y en a pas mal dans le coin d'ailleurs. Oui, il y en a pas mal. Voilà, quand tu commences à connaître un peu le gars qui tue son cochon lui-même, voilà, c'est vrai que le goût est vachement différent par rapport à par exemple grande surface et puis que tu achètes chez un particulier, mais ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Au niveau, non, déjà le porc, il faut que ça soit gras un porc, sinon c'est sec quoi. Moi je trouve que c'est bon quand c'est bien gras. Quand c'est du bon gras, bien sûr on va pas manger des kilos, mais et en plus la graisse du porc c'est celle qui nous ressemble le plus à notre graisse à nous. Bah c'est pas pour rien qu'on fait ce n'est pas pour rien qu'on fait des greffes à des grands brûlés, on leur greffe de la peau de porc, je crois. Non. Après ça fait des on va s'arrêter là, je sens que le terrain glissant. On n'est pas obligé de manger de la viande, hein, parce qu'il y a des végétariens, et je comprends qu'on puisse refuser de manger de la viande. Donc ils vont trouver les oméga 3 dans tout ce qui est noisettes, amandes, graines de chia, graines de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, comme je disais, etc. Donc, puis il y en a aussi dans certains légumes, etc. Bon bref, donc... Mais au fond, et pour fermer cette parenthèse, alors je te pose la question à toi, hein. Est-ce que tu penses qu'au fond, le corps a vraiment besoin de viande? Au fond, hein. Là, il y a plusieurs écoles. Hein. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement? Moi, personnellement, je pense qu'un peu de viande de temps en temps, c'est pas mal. Parce que dans la viande, il y a des... Donc le corps est quand même fait un peu pour manger un peu de viande. Ça, je sais. Écoute, l'homme paléolithique, il a survécu avec la viande, les baies, et les racines, et les plantes. Oui, mais je pense qu'on peut se passer de viande s'il n'y en a pas je pense que le corps peut se passer de viande pendant un certain temps, mais je crois que l'occulter toute une vie, non, je pense pas que ça soit bon. Ouais, moi je pense aussi. Je sais que dans les abats, par exemple, il y a des très bonnes choses à prendre, comme la vitamine A, enfin, etc.
C'est toi qui me parlais de ça, le foie qui était bon pour la santé. Oui. De temps en temps, manger du foie, ça contient des vitamines. On ne croit pas que dans la viande, mais les abats contiennent des vitamines comme le foie. De la vitamine A, normalement, entre autres. Mais c'est vrai que le foie bien cuisiné, c'est bon. Enfin, de toute façon, les animaux sauvages, quand ils tuent un animal, ils vont directement manger les entrailles. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est de plus riche. Et on a laissé de côté aussi les entrailles, tu vois. Comme quoi, les morceaux nobles de la viande, ça va être tout ce qui est musculaire. Mais c'est pas là où on trouve la meilleure part de ce qui nous C'est faudrait. amusant parce que c'est au moment où tu le dis que j'en prends conscience de ça. Effectivement, que les animaux, ils vont directement manger les entrailles et ils vont pas forcément. Enfin, c'est vraiment pour eux le mets vraiment suprême, c'est les entrailles, ouais. Bah, bien sûr, c'est beaucoup plus riche que le muscle encore. Et on s'est arrangé ces dernières années à bannir le gras, mais aussi tout ce qui est abat. Hein. Mais oui, puisque ça, alors que les ça abats, vaut beaucoup moins cher. C'est une chose qu'il faudrait manger de temps en temps, je pense, vraiment. Voilà. Alors, chez nous, c'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est boudin, tout ça ici. Oui, je parle en général, hein, mais c'est vrai que. Mais les abats, c'est pas de la charcuterie qui est transformée, sauf s'il y a de la vraie charcuterie, hein, comme la vraie. Tu vois, les abats, c'est faire frire vraiment du fouet de poulet ou du fouet de porc directement un peu à la poêle et hop, on le mange. Hein. Voilà, je parle pas du pâté de foie. Bon, à la limite, pourquoi pas si on le fait, si c'est du pâté de foie qui est pas industrialisé. Parce qu'en fait, les mauvaises graisses sont principalement dans tout ce qui a été fabriqué. Et on le redira jamais assez. Et oui, voilà. Je sais que Sandrine, notre copine, avait fait à la maison, pendant le premier confinement, des rillettes de canard. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert une marmite, elle a mis le canard au fond de la marmite, elle l'a rempli, elle a mis des herbes et des épices, etc. Et le vendredi, le canard était toujours vivant. Non, quand même. Elle a fermé le couvercle, elle a laissé cuire pendant 24 heures à feu très 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 doux. Voilà. Et ça, c'est un produit naturel. Et ça fait des rillettes extra. Et toi, comme moi, nous avons bénéficié des délicieuses rillettes de Sandrine, qui nous écoute peut-être. D'ailleurs, on la remercie. Mais franchement, Sandrine, refais-en d'autres. Hein. C'est vrai qu'elles sont bonnes, ces rillettes. Bah oui, c'est très bon. Et je crois que tout le monde peut le faire, finalement. C'est pas si difficile que ça. Si on a peur la nuit, on éteint puis on met le lendemain à cuire. Parce qu'effectivement, quand tu le cuis 24 heures, ça fond tout doucement et à la fin, ça fait une espèce de truc un peu compact, quoi. Des rillettes, t'enlèves les os et ça y est, t'as tes rillettes. Voilà, c'est pour te dire que entre ce que le naturel et ce qu'on peut acheter des fois, voilà, où ils vont rajouter des conservateurs ou des fausses graisses pour que ça soit un peu plus épais ou enfin voilà. Donc s'il fallait choisir vraiment aussi, si on veut pas prendre de surpoids, ça serait de pas aller vers les mauvaises graisses, entre autres. Regarde, dans la politique, ils mettent des conservateurs, c'est pas bien non plus. Oui. Non. Bon voilà pour ma deuxième partie. Tu vois, dans les temps, hein. Franchement, c'est nickel. Voilà. Et après, il y aura une troisième partie. Enfin, en fait, ça va être vraiment comme des épisodes, comme les séries là. C'est génial. On va parler de la graisse brune, de la répartition du gras, parce qu'effectivement, ça serait pas pareil dans tout le corps, et aussi du gras normal au pathologique. Oui, d'accord. Donc on va entrer un peu plus dans le sujet. Voilà. Et évidemment, la finalité de ta saga, c'est de nous réapprendre un peu à manger, quoi. Moi, les gens font ce qu'ils veulent, mais ça serait tellement bien. Je voudrais que, c'est peut-être ambitieux ou prétentieux peut-être, qu'on se rende compte qu'en fait, pour garder un poids correct, c'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est comprendre un petit peu comment fonctionnait notre corps. Et comment, si jamais on a à un moment donné il y a un déséquilibre qui se met en place, comment on peut intelligemment retrouver un équilibre. Parce que on est bien d'accord, une fois que tu as compris comment c'est une mécanique en fait, hein, on est bien d'accord. Hein. Le corps c'est plus qu'une mécanique. C'est plus que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des règles intangibles. Et que quand tu les suis, il y a des besoins qu'on ne peut pas transgresser. Non, mais je veux dire quand tu fais ce qu'il faut faire, par exemple que les bonnes associations, ça je suppose que tu vas en parler. Les bonnes associations lipides, plus, etc. Quand on fait tout mécaniquement, on est obligé de perdre du poids. On n'a pas d'effort à faire.
On perd du poids naturellement dès qu'on est, on va dire, raisonnable avec son corps. Dès qu'on a compris que le corps a besoin de repos, il a besoin de bouger, il a besoin de manger certaines choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la tête des gens, si tu veux, la perte de poids est associée à l'effort. Ils s'imaginent qu'ils vont forcer comme des malades. Non, pas du tout. Au contraire, il faut y aller en douceur. Sinon, comme je disais tout à l'heure, on grossit tout de suite après. De toute façon, plus tu vas faire d'efforts, plus tu vas te fatiguer, plus tu vas arrêter, et hop, c'est infernal. C'est vraiment... justement, il faut justement prendre les choses là. Ce que j'aimerais bien, c'est que les choses soient prises tranquilles, cool, et sans rebond. Voilà. Et sans forcément forcer à tout va, quoi. Bien sûr, il va falloir bouger un petit peu. Mais c'est normal. Même quelqu'un qui n'a pas de problème de poids, il va bouger, il bouge. On est fait pour bouger un petit peu. Mais comment on va bouger? Donc toi, c'est tout ça. Tu préconises la méthode douce d'Alexandre le Bienheureux. Voilà non, c'est pas ça. Non, lui, c'est vraiment, il bouge pas du tout, lui. Mais il va falloir retrouver un mode de vie peut-être plus sensé, quoi. Plus sensé. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Hein. Non, c'est holistique. Il y a des cycles qui sont perturbés. C'est aller se coucher à 2h du matin, c'est pas bon du tout pour le corps. Hein. Anne veut prendre le corps dans sa globalité. Mais toujours, parce que si tu le prends que sur une facette, tu passes à côté d'autres choses, donc ça marche pas. C'est comme la douche. La preuve, c'est qu'on a dit faut pas manger trop de gras, on a mangé moins de gras et ça a jamais prouvé que ça résoudait les problèmes. C'est comme la douche. Si tu te laves que les pieds, ça n'a pas de charme. Il faut laver tout le corps quand tu prends une douche. C'est un peu ça ce que tu es en train de me dire. Oui, mais le corps, c'est un ensemble de processus chimiques et biologiques qui ont un sens. C'est très intelligent, mais quand tu commences à penser comment, tu te rends compte qu'il y a des milliards de cellules qui fonctionnent chacune avec leur spécialité et qui communiquent entre elles en plus. Donc il y a une intelligence. Alors, si t'es pas gentil avec elles vont dire du mal à d'autres, et après t'es mal vu de ton propre corps. C'est quand même bête. Et de toute façon, le corps réagit par rapport à ce que tu lui donnes. Hein. Au niveau de tout, de l'émotionnel, de ce que tu manges, de ce que tu lui donnes comme repos, ce que tu lui donnes comme mouvement, comme oxygène, parce que la respiration aussi c'est important. De toute façon, la sagesse est dans les proverbes populaires. Hein. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, et vice versa. Mais oui. Et après mettre ça en place, c'est pas si compliqué que ça, franchement. Non, encore une fois, voilà, c'est pas difficile. C'est comme par exemple apprendre une nouvelle façon de lasser ses chaussures. C'est-à-dire que c'est apprendre quelque chose de nouveau. Enfin, mais non, ça ne doit pas être nouveau. Non, on l'a toujours su. Que tous les humains utilisent depuis. Ça fait partie de la vie, comme les animaux. Les humains, ils ont des besoins. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait plus ça. Ça a été transgressé. Ça a été transgressé, donc il faut revenir à. Ce serait plutôt détricoté. Voilà. Mais pour ça, il faut comprendre pourquoi. Donc là, on le fait pas. Je pense qu'on commence un petit peu. C'est une amorce de comprenette, on va dire. Ma chère Anne, il est tout juste. J'espère que tout le monde a compris que les adipocytes, ne sont pas forcément méchants avec nous, même si on a un peu de gras sur les hanches, l'autre de cheval ou sur le ventre. Ils sont là parce qu'ils ont elles ont ces cellules un rôle important dans le corps, notamment au niveau de la fertilité, ce qui est pas rien. Hein, et elles nous protègent des produits toxiques. Et puis, elle nous permet d'avoir des réserves si jamais on n'avait plus rien à manger du jour au lendemain. Et puis, il faut rappeler aussi que pour les dames, les poignées d'amour chez les messieurs, c'est vachement plus pratique pour les mettre aux poubelles, pour les porter, quoi. Non. Non, on va terminer là-dessus. Il y a un truc qui m'a interloqué dans ce que tu as dit, c'est que le gras stockait des produits toxiques alors. Non, il ne stocke pas, il protège. Les produits toxiques qu'on avale ou qu'on respire sont stockés dans le gras. Sont stockés dans le gras. Donc, ils nous protègent. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que le surpoids n'est pas lié aussi au fait qu'on a de plus en plus de pollution? On fabrique du gras pour protéger plus encore. Bonne question. Et oui, on stocke la pollution en fait. Faites quelque chose pour la planète, devenez gros. Mais c'est pas ça. Ce serait surtout moins de pollution pour que le corps n'ait pas besoin de fournir plus de gras. Ça serait ça. Tu vois, en fait, le gras c'est très important parce que il apporte un équilibre. Et si on n'a plus à manger, c'est grâce à lui qu'on va survivre un certain temps. Non, mais tout à fait. Si on est trop pollué, c'est grâce à lui qu'on va pas mourir. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc il faut le remettre à sa place. Et le corps est comme ça, est biodégradable. Je te fais des gros bisous, ma chère Anne. Merci pour votre écoute, cher auditeur, et puis je vous dis à lundi prochain. Radio Flamme.